Hey man, yo kakampe. Africano. Madame, Monsieur, bienvenue à Conversation en Noir. Mon nom est Jean-René Dominique Huilou. Pour cette conversation, nous avons le plaisir de recevoir Madame Deborah Kayembe, qui est, bon, on va dire, rectrice de l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni et en Écosse. Nous allons parler de l'organisation politique, on va parler de l'engagement des citoyens comme instrument de changement dans la cité. Nous allons parler de ces initiatives, entre autres comme le Freedom Walk Campaign et le Anti-Blackness Curriculum, afin de changer le système éducatif en Écosse pour enseigner l'histoire sur la colonisation, sur le traite négrière et les autres. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir Madame Kayembe et la souhaiter la bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir parmi vous. OK. Alors, avant d'entrer de jeu, avant de parler d'autres sujets, je veux dire savoir, parce que vous êtes aussi avocate, pourquoi avoir choisi l'avocature et expressément vous vous êtes dirigée vers le droit de l'immigration, le droit de réfugiés, le droit de l'homme? Pourquoi ce trajectoire-là? Pourquoi le droit? Pourquoi pas être économiste ou autre chose? Je crois que le droit, c'était le choix que j'avais voulu faire dans ma vie. J'ai voulu aller à la faculté de droit. Mais les choses comme ça fonctionnent en République démocratique du Congo, vous avez le droit commun et ensuite vous avez les options que vous choisissez lorsque vous atteignez votre licence. Donc, en licence, j'ai fait du droit international, droit humanitaire et le droit de l'homme. Mais je crois que je me suis plus dirigée sur le droit humain lorsque j'ai immigré au Royaume-Uni, quand j'ai vu la manière dont les étrangers étaient traités et surtout quand j'ai vu les besoins d'assister beaucoup de gens dans ce domaine de droits humains. C'est vrai que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent lorsque vous êtes dans le domaine du droit international, mais lorsque vous pratiquez en tant qu'avocat, vous avez tous les dossiers sur votre table qui viennent et vous pouvez gagner de l'argent de ce côté. Mais moi, toujours, même au moment où j'étais en République démocratique du Congo, j'avais un côté pro bono pour les droits humains et pour lesquels j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'étais passionnée par rapport à ça. Et c'était un choix qui, aujourd'hui, m'a rapporté des fruits parce que ça me donnait la paix du cœur quand je réalisais je parvenais à résoudre les problèmes des droits humains dans la vie des individus. Ça me donnait la paix du cœur. Et c'est un fruit que je récolte aujourd'hui. Voilà. Excellent. Ben là, on a dit que vous avez été élu comme recteur de l'Université d'Édimbourg. Alors, pourquoi ce parcours-là? Pourquoi vous avez décidé? Pourquoi pas continuer votre combat pour les immigrants, les réfugiés, le droit de l'homme? Pourquoi vous avez décidé de devenir recteur euh, de l'université? Et que espériez-vous accomplir en tant que recteur de l'Université d'Édimbourg? D'abord, je n'ai pas arrêté mon combat pour le droit de l'homme et pour les immigrés. Je continue, je n'ai pas arrêté ça, pas du tout. Le fait de devenir recteur, ce n'était pas vraiment quelque chose que moi j'ai voulu. Et j'ai été contactée par les étudiants de l'université, par les représentants des étudiants de l'Université d'Édimbourg et les syndicats des travailleurs de l'Université d'Édimbourg qui ont voulu que je devienne recteur de l'Université d'Édimbourg. Lorsqu'ils m'ont contactée, c'était un choc pour moi, mais j'ai accepté ça avec beaucoup de bonheur parce que pour moi, c'était d'abord une réalisation historique. Ce n'est pas tous les jours que vous brisez un tabou de 437 ans. Alors, c'était quelque chose que j'ai essayé de digérer pendant 2 mois, que je n'ai dit à personne. Hein. J'ai gardé le secret pour moi parce que j'aurais cru, peut-être certaines personnes auraient cru que j'étais devenue folle en disant que je serais le prochain recteur de l'Université d'Édimbourg. Alors, je l'ai gardé pour moi pendant 2 mois et jusqu'à ce qu'il n'était plus possible de garder le secret, c'est devenu public et le monde entier l'a su. Donc, vraiment, comme je l'ai dit, je me suis sentie honorée par le choix et honorée parce qu'ils m'ont choisi et j'ai été candidat unique. Personne n'a voulu contester ma candidature. Mais ensemble, avec tout ce que je commençais à faire, le droit des immigrés, à protéger les droits humains, la paix, je continuerai le même mandat, le même travail tout au long de mon mandat en tant que recteur.
Excellent. Ben, vous avez parlé du choc de plus de 400 ans d'histoire du tabou, mais est-ce qu'il y a les critiques qui disent, ben, parce qu'il y avait le mouvement, les climats actuels qui est propice, est-ce que les étudiants, les travailleurs ne voulaient pas montrer que voilà, l'université ou bien le pays n'est pas raciste, voilà pourquoi on va mettre une femme noire là, juste comme on dit, un tokenism, ou bien vraiment, vous allez vraiment, c'est pas moi, j'essaie d'être balancé. Est-ce que vous allez vraiment faire des changements ou encore une fois, on va dire, ben voilà, encore une fois, ils veulent cocher les cases, une femme noire, immigrée, elle est là, donc pour nous laver notre conscience, pour dire que voilà, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, ou bien il y aura vraiment un changement qui va être apporté au sein de l'université, pourquoi pas la société, la Grande-Bretagne. Moi, je crois qu'il y a un changement parce que de la date où j'ai commencé à faire campagne jusqu'à ce que j'avais été élue au 1er février et jusqu'au moment où le 1er mars, je suis devenue rectrice de l'Université d'Édimbourg, la première personne de couleur, au même jour, nous avons eu une première personne de couleur être chef de département à l'Université d'Édimbourg en 400 ans. Donc, il y a un vent de changement à Édimbourg, je dois le dire, et ce n'est pas complaisant. Non, 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 ce n'est pas complaisant. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que c'est une complaisance et c'est parce que tout le reste du monde commence à faire ça, Édimbourg copie ça. Non, non, non. Je suis devenue recteur de l'Université d'Édimbourg, pas parce que la gestion de l'université l'a voulu, non, parce que les étudiants l'ont voulu. Et nous savons le vent de changement que les étudiants amènent partout dans le monde. Lorsque vous êtes devant un étudiant, vous voyez les changements. L'étudiant veut voir un changement positif dans sa carrière. Et moi, j'ai vu ça depuis mon élection. J'ai vu combien ils étaient tous assoiffés de voir ces vents nouveaux au sein de l'université. Ils voulaient voir ça, ils voulaient vivre ça. Okay? Maintenant, quitte à moi de faire que tout au long de ma carrière, tout au long de ma tenure, je puisse leur convaincre qu'il faudrait encore essayer une autre personne de couleur. Il ne faudrait pas que je sois la seule. Il ne faudrait pas que ce soit seulement moi après 500 ans. Parce que la BBC m'a posé cette question. Quand est-ce que ça sera la deuxième personne de couleur après vous? Je dis, je ferai de mon mieux pour que ce soit dans les prochains 6 ans. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il est vrai que les gens peuvent dire, oh, ils sont en train de cocher il est vrai. Mais dans le cas de l'Université d'Édimbourg, avec la carrure de l'Université d'Édimbourg, ce n'est pas n'importe qui peut être recteur à l'Université d'Édimbourg. C'est ce que moi, je pense. Oui, définitivement. Ben, alors, parlons de ça. Quand, dans 6 ans, parce que vous entendre parler, c'est comme si vous allez juste faire un seul mandat. Donc, je fais des inférences par rapport à ce que vous dites. Alors, c'est aussi la déformation en tant qu'avocat. Donc, je fais des inférences. Donc, après 6 ans, alors, quel sera votre héritage alors? Quand on regarde le Lord Rector KMB, sera là votre portrait proche des autres recteurs. Quel est votre héritage? Ou bien le premier mot qui doit venir à l'esprit, est-ce que c'est l'équité, c'est l'inclusion, la diversité, le travail? Quel sera l'héritage du recteur KMB après 6 ans à l'Université d'Édimbourg? Premièrement, c'est vrai que j'ai droit à 6 ans, mais je ne prendrai pas 6 ans. Je m'arrêterai à 3 ans. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas l'intention de continuer à faire. OK. Mon héritage, comme je l'ai dit, ce serait un héritage de paix et de justice. Parce que vous n'avez aucune idée de la guerre froide qui existe aujourd'hui entre les races en Écosse. Et cette guerre prétend qu'il y a une race qui est supérieure à l'autre. Et vous avez des attaques œil pour œil, dent pour dent. Moi, je ne veux pas voir ça. Je voudrais qu'il y ait un héritage de tolérance qui est basé sur le dialogue, un héritage de paix qui est basé sur le dialogue et la tolérance. La tolérance, pourquoi? On doit essayer de comprendre qui est la personne qui est devant nous, quelle est la richesse qui est derrière cette personne et quelle est cette richesse qu'on peut partager l'un à l'autre. Vous comprenez? Et la justice, par rapport à ça, on a beaucoup de travail à faire, comme partout dans le monde. Et le problème de cette injustice qui existe dans le système judiciaire écossais et qui différencie entre les personnes de couleur ou les personnes qui sont nées dans ce pays et qui ne sont pas nées dans ce pays. On doit travailler sur ça. Les inégalités de classe,
le Covid qui nous montre combien nous sommes si différents, combien nous sommes si vulnérables. Pourquoi? À cause de la couleur de notre peau. Pourquoi? Parce qu'on est né en Afrique. En Afrique, il n'y a pas des systèmes de vaccination qui protègent l'enfant avant l'âge de 5 ans. Et cet enfant est condamné à mourir en Afrique, mais il vit longtemps au Royaume-Uni parce que tous les systèmes pour protéger l'enfant existent. Donc, ces inégalités-là que pendant plusieurs années, le système a aménagé, il a bien aménagé pour montrer qu'ils étaient un système juste et praticable et équitable, mais en réalité, ce n'était pas ça. Et le Covid nous montre ça. Vous voyez ces inégalités. Et ce sont ces choses que moi, je voudrais mettre à découvert. Et sur base du fait que je les mets à découvert, nous trouvons des moyens à essayer de corriger ça, essayer de réduire les gaps dans la pauvreté, réduire cela, l'opportunité à l'éducation. Et il y a, comme vous le savez, vous êtes du Congo et vous parlez français, mais vous savez la différence qu'il y a entre l'éducation francophone et l'éducation anglophone. L'anglophone qui a l'air d'être un peu plus avancé dans le domaine de la recherche. Et ces différences-là, ça fait que beaucoup des Africains francophones ou même beaucoup des Africains anglophones trouvent très difficile à s'insérer dans cette éducation meilleure de l'Université d'Édimbourg. Et nous devons trouver des moyens à faire en sorte que ces étudiants puissent s'adapter et parvenir à avoir accès à cette éducation exceptionnelle qui existe à l'Université d'Édimbourg. Donc ça, c'est quelque chose que quand chaque personne en Écosse voit à travers moi, ils savent que cette université doit confronter ces questions parce que le recteur est Deborah Kayemé, tout simplement. Excellent. Ben, c'est la mienne par rapport aux enfants. Quel message vous avez? Parce que je parlais de l'éducation aussi. Moi, je m'intéresse d'abord, avant de se soucier extrêmement à l'international, les enfants qui sont sur d'autres contrées, des enfants noirs qui sont en Écosse, qui sont aussi chez eux, qui grandissent là. Quel plan, quel programme, quoi faire pour eux, pour qu'ils puissent aussi accéder à l'université d'Édimbourg, parce que je regardais, je crois qu'il n'y a pas beaucoup au terme de l'inscription et tout des enfants écossais noirs. Et puis, quoi faire, par exemple, comme nous, j'ai grandi au Canada, toute l'expérience, et puis l'accessibilité à l'université est un peu plus accessible que je vois, par exemple, à l'université d'Édimbourg. Est-ce que c'est juste la faute de l'université, parce qu'ils vont dire que les programmes sont là, les enfants vont à l'école? Est-ce que c'est la faute de l'université si, entre guillemets, nos enfants ne performent pas bien en mathématiques, en littérature, non, en mais histoire? moi, je ne pense pas que nos enfants ne performent pas bien. Je pense que les structures ne les accueillent pas encore. C'est ce que moi, je pense. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, depuis que j'ai commencé les premières masses, j'ai déjà commencé à engager des discussions avec l'université pour créer des structures appropriées pour aider les étudiants ceux qui sont nés ici et ceux qui sont aussi au niveau de l'extérieur. Mais il faut dire quand même quelque chose ici. Le système éducationnel au Royaume-Uni partout est égal. Le problème, c'est est-ce que nos enfants veulent suivre ce système? OK? Ils refusent de lire, ils s'investissent à gagner de l'argent rapidement. Résultat, ils sont dans les trafics de drogue, ils sont dans les trafics des choses qui leur amènent l'argent rapidement et oublient la structure d'éducation. Je comprends. Et ça, moi, je comprends parce que je sais qu'il y a beaucoup de pression sur nos familles. Nous qui sommes ici, nous avons des familles que nous avons laissées en Afrique et qui ont besoin d'argent tout le temps. Je comprendrais qu'un enfant, lorsqu'il trouve qu'il est parvenu à un certain niveau, il dit « Oh, je ne veux pas continuer à étudier, je vais chercher l'argent rapidement. » Pendant que vous avez des enfants écossais, blancs, qui sont déjà nés dans une certaine aisance, qui n'ont pas à chercher l'argent et qui s'investissent plus à étudier. Donc, il y a quelque chose. Ce que moi, j'ai proposé à l'université, c'est de regarder le profil de ces étudiants qui veulent venir à l'Université d'Édimbourg et d'essayer de compenser les vides qu'il y a pour leur permettre à s'adapter et à entrer à l'université. Parce que je suis convaincue d'une chose. Une fois que ces étudiants entrent dans l'université, ils vont exceller. Parce que nos enfants africains, nos enfants noirs sont suffisamment intelligents, sont suffisamment capables, une fois qu'on leur donne l'opportunité d'entrer à l'université, de s'asseoir dans le banc, de réaliser quelque chose. Non, mais comme vous avez dit, même ici, partout, on le voit que
ces inégalités-là, quand vous avez parlé des inégalités, commencent déjà même avant l'entrée, à l'université. même avant à la maternelle, parce qu'on voit déjà à la maison s'ils sont exposés, vous voyez, comme les vocabulaires des parents, donc tout ça. Est-ce que il faut pas que ça se fasse en amont, comme avant, bien avant même à la maternelle, pour essayer de voir déjà le niveau de lecture par rapport aux mathématiques, déjà à la maternelle, le primaire, parce que même partout dans le monde, hein, c'est pas seulement en Écosse, au Canada, partout en France, on voit s'il y a d'autres enfants arrivés déjà au secondaire, mais qui lisent au niveau des enfants de primaire, bien la compréhension et tout ça. Pensez pas que déjà l'écart se creuse là, parce que peut-être les enfants plus aisés, plus nantis, ben, ils vont peut-être avoir des cours du soir, ou bien les parents les exposent à une certaine culture, une certaine littérature, ou bien des cours de piano, des trucs du genre, voilà, des cours privés que peut-être des enfants marginalisés n'ont pas. Comment, on voit aussi dans d'autres pays, vous avez l'université qui crée des genres de summer school, summer program, pour essayer de comme, rattraper cet écart-là. Est-ce que votre legacy, votre héritage sera aussi dans Et ces programmes de rattrapage à l'Université d'Édimbourg existent déjà. Je pense que dans le contexte, dans mon contexte, dans le contexte de mes frères africains, je voudrais créer quelque chose un peu plus spécialisé pour eux. Parce que ce que fait l'université, c'est surtout dans le contexte des enfants qui ont déjà tout, mais qui sont seulement turbulents, ils ne veulent pas se soumettre à leur éducation. Mais dans notre contexte, il n'y a pas que le problème des turbulences, mais comme vous l'avez dit, le problème a commencé dès le bas âge et il va falloir essayer de rattraper ça. Donc, je suis vraiment dans un plan d'aménagement en ce moment pour essayer de faire des plans et essayer de voir des liens sur le plan et discuter surtout avec l'équipe du management de l'université pour voir comment que cela serait possible. Mais il va falloir que tout le monde comprenne que cette pandémie, ça ne nous aide pas. Cette pandémie, ça ne nous aide pas du tout. Il faut tout faire dans le numérique. Pour ceux qui sont ici, au moins ça va, mais certains d'entre eux n'ont pas d'ordinateur. Je viens d'apprendre que notre Premier ministre vient d'annoncer que chaque enfant ici en Écosse aura droit à un ordinateur à cause du pandémie. Ça, c'est une très bonne chose. Vous comprenez, c'est déjà un bon départ. Mais il va falloir créer des programmes extra par rapport à ma fondation où je pourrais voir dans quelle mesure on peut compenser à ces problèmes qui est vraiment mondial, hein? Ce n'est pas seulement en Écosse, hein, qui est vraiment mondial, et pour voir comment aider ces enfants. L'autre aspect aussi, ce sont les parents. Vous avez des parents qui ont une vision très, très, très short, très, très courte en ce qui concerne l'avenir de leurs enfants. Et ça, il n'y a rien que je puisse faire, il n'y a rien que tu puisses faire. C'est les parents qui décident sur la vie de leurs enfants. Définitivement. Alors, comme on est toujours sur le sujet de l'éducation, je dis, pour votre campagne du programme de l'histoire, du programme scolaire qui est anti-raciste, anti-black, anti-noir, anti-raciste, parce que bon, en Écosse, c'est pas seulement des Noirs, bien que de descendance africaine, mais qui peuvent être aussi souvent avec tout ce qu'il y avait, le Windrush, tout ça, qui sont des îles des Caraïbes, etc., avec la traite, comme on le sait. Alors, pourquoi c'est important pour eux, lorsqu'ils étudient l'histoire, et puis pour les autres enfants écossais blancs aussi, pourquoi c'est important d'avoir un système éducatif qui est anti-raciste ou anti-noir? Je pense qu'avec tout ce qu'on a traversé à travers le monde, avec tout ce que nous avons vu récemment, il est temps pour les gens de ne pas dire seulement « Oh, je suis contre le racisme ». Il faut être anti-raciste, tout simplement. Ça, c'est la solution. Et pour cela, il va falloir préparer notre système d'éducation. La campagne, la marche pour la liberté, lorsque j'ai introduit la pétition au Parlement pour restructurer le système éducationnel, c'était parce que je voulais que les enseignants, qui sont pour la plupart très ignorants de la réalité antiraciste, puissent être formés par rapport à cela avant de dispenser le cours dans la classe.
OK? Parce que vous pouvez être dans une classe où il y a 20, 30 élèves, il n'y a que 2 noirs. Et subitement, vous voyez un professeur qui vient avec des photos des noirs enclavés dans les chaînes, comme ça, en train d'être tirés dans les chaînes. Comment pensez-vous que cet enfant va revenir en classe pour étudier encore? Ouais, je l'ai vécu, hein. C'est pas seulement en Écosse, hein. C'est ce que je dis. Ma Mhm. fille, à moi, on l'a demandé d'exhiber la danse des esclaves. Pire encore, les Oh, professeurs vraiment? demandent à ma fille qui est née en Écosse, lui dire, tu veux être l'esclave ou tu veux être la personne qui opprime les esclaves? Mhm. Vous voyez là où on est? Mhm. En pleine classe. Et c'est là que les autres élèves vont dire, nous, on quitte la classe alors, on va pas suivre ces cours, on quitte la classe. Mais le professeur n'a pas réalisé ça. Si ce n'était pas la réaction des enfants qui sont venus me parler et qui ensuite j'ai emmené l'affaire sur le plan national, mais ce serait grave. Mhm. Vous comprenez ça? Donc voilà pourquoi le Freedom Campaign avait introduit cette pétition. C'était pour dire il faut préparer cette éducation. Mais le contenu de l'éducation raciste ne peut pas seulement être à présenter le fait que les Blancs ont assujetti le Noir. Ce contenu doit aussi apprendre que lorsque les Blancs sont arrivés chez les Noirs, ils ont manipulé les Noirs, ils les ont menti. Les Noirs avaient déjà leur royaume, ils avaient déjà leur civilisation, ils étaient bien organisés. Ils ont tous traversé le moment de l'esclavage. L'esclavage s'est arrêté parce que les Noirs n'en voulaient plus. Les Noirs ont fait la révolte. Il y avait Casamance. Et ces histoires-là doivent être relatées aux gens. Mais on ne relate pas ça aux enfants. On leur relate seulement les pires. Ils sont dans les bateaux, ils ne mangent pas parce qu'il y a trop de gens. On les jette comme des riz. On les jette comme des sacs de riz. On les jette dans les fleuves. Et ça, ce sont des êtres humains. C'est le côté mauvais, le côté qui glorifie l'homme blanc par rapport à l'homme noir. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants ici. Et ça, je trouvais que c'était inadmissible. Ce n'était même pas équitable. Ce n'était même pas juste. Et c'était trop humiliant. Et j'essaie de faire comprendre au gouvernement écossais, vous ne pouvez pas prétendre que vous voulez une communauté qui s'enrichit lorsque vous passez tout le temps à humilier leurs enfants à l'école. Ça ne marche pas comme ça. Alors, heureusement pour eux, ils m'ont dit, OK, Déborah, on a trouvé que notre curriculum est vraiment retardé. On va devoir corriger ça. Et lorsqu'on va faire les corrections, toutes les recommandations que tu as faites pour le changement d'éducation, on va les mettre en place. Alors, j'attends. En ce moment-là, j'étais seulement Déborah. Cette fois-ci, je suis le senior recteur de l'Université d'Édimbourg. Alors, ils vont vraiment m'avoir s'ils ne font pas ce qu'ils m'ont promis de faire. Yeah, définitivement. Mais juste pour pousser un peu, parce que c'est d'être balancé, il y a bon, l'argument contraire à l'extérieur qui dit que voilà, on nous offre tout, l'éducation est là, les systèmes est là, mais on est juste là en tant que ce soit noir canadien, noir américain, noir écossais, noir britannique, etc. On est là en train de se plaindre. On voit le racisme partout, un peu de préjudice ici, un peu de difficultés. On chiale. Ils vont dire est-ce qu'on empêche nos enfants à aller à l'école? Est-ce qu'on empêche nos enfants à bien lire, à vouloir persévérer? Est-ce qu'on leur pousse à faire les knife crimes? Est-ce qu'on leur pousse à aller dans des gangs de rue? Est-ce que nous, on peut prendre nos responsabilités, nous responsabiliser? Et ils disent souvent, quand est-ce que ça sera nous, ça sera les autres? Ils disent, l'esclavage, ça fait longtemps, plus de 150 ans, ça n'existe plus. On a vu Barack Obama qui est président aux États-Unis. On a vu Mme Kayembe qui est recteur de l'Université d'Édimbourg. De quoi parlons-on? Pourquoi on est toujours là en train de se plaindre? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne pense pas que... S'il y a des gens qui se plaignent, ils ont le droit de se plaindre. Je ne peux pas dire aux gens de ne pas se plaindre, mais la réalité est celle-ci. Le système dans lequel nous vivons est discriminatoire. Il est en train de discriminer. Il est en train de donner l'opportunité à ceux qui peuvent avancer dans la société. Il leur donne des postes pour avancer. Et il donne les petits postes à ceux qui souffrent. Et la pandémie de COVID nous a montré ça clairement. Vous savez combien de personnes de couleur sont mortes avec le système de santé ici? Parce que systématiquement, on les a mis dans des postes vulnérables. Ils savent que lorsqu'une pandémie vient, les premiers à mourir, ce sont tous ces Noirs qui ont fait des infirmières, des gardes, des infirmières transporteurs, des infirmières aides-soignantes. Ce sont eux qui vont mourir en premier.
Parce que le système a été établi comme ça pour discriminer et exposer les autres. Il faudrait que nous soyons un peu justes avec nous-mêmes, OK? Je suis Déborah Kayembe, recteur de l'Université de Limbourg. Après combien d'années? 437 ans. Ça, c'est juste ça, vous pensez? Qu'il n'y a pas eu une personne capable, une personne intellectuelle en 400 ans en Écosse pour être recteur, vous pensez? Or, il n'y en a pas eu de Dr. Martin Luther King aux États-Unis ou Malcolm X, des gens très puissants, même plus capables qu'Obama. Pourquoi ils ne sont pas devenus présidents en 1967 ou en 1970? Pourquoi? Quelquefois, il faut questionner les cadeaux qu'eux, ils appellent les cadeaux, parce que pour moi, ce n'est pas un cadeau, c'est un fardeau. Être recteur de l'Université d'Édimbourg, ce n'est pas un cadeau, c'est un fardeau. Je dois parvenir à démontrer que j'ai mérité de porter l'emblème de cette grande université et de la diriger de la manière qui doit être dirigée. Et je ne veux pas que ça puisse retomber. L'Université d'Édimbourg n'est plus 20e, il est 35e. Oh non, je souhaite avoir l'Université d'Édimbourg de 20e au 15e. C'est ce que je cherche à faire. Parce que si je parviens à ça, les étudiants de l'Université d'Édimbourg chercheront encore une personne de couleur pour continuer ce travail. C'est ça la réalité. Donc, même si les gens pensent qu'on est en train de se plaindre, on se plaint avec raison. Il y a une discrimination. Les racismes existent. Ne vous faites pas d'illusions. Et le même racisme, la même colonisation qui continue en Afrique, qui divise nos gouvernements, qui divise nos peuples qui ne sont pas ouverts à voir qu'est-ce qui se passe tout autour d'eux et déstabilise l'Afrique. Nous devons comprendre ça. C'est important. Et alors, pour conclure cette conversation, un message pour, surtout moi je suis très intéressé aux enfants noirs écossais qui sont là en Écosse. Quel serait le takeaway parce que c'est dire tout le monde ne va, tous ces enfants-là, ils sont légitimes, ils sont aussi chez eux. Par exemple, vous avez parlé de votre fille, elle est chez elle, donc elle a le droit, si elle veut être médecin, si elle veut être avocate, si elle veut être pourquoi pas même recteur. Donc, pour ces genres des enfants-là, ou bien les enfants qui sont venus plus tard, qui grandissent là, qui sont là, qui s'établissent, quel est le message pour eux que vous devez lancer, le message pour eux qui sont capables, ils peuvent y arriver malgré les obstacles, parce que je ne veux pas non plus qu'on puisse juste penser qu'on est défaitiste. Hein? Comment on peut armer nos enfants malgré ce système pendant que nous sommes en train de démanteler ces systèmes-là discriminatoires, comment eux peuvent naviguer ce système-là dans leur pays et quand même essayer d'en tirer bénéfice et de sortir victorieux ou victorieuse. D'abord, il va falloir que ces enfants puissent être déterminés. Parce que rien n'est impossible à réaliser. Tout est possible. C'est le même langage qu'un enfant blanc peut tenir aussi. Né de famille pauvre, lui aussi dira tout est possible. Si je suis déterminé, si je suis sérieux, si je veux faire quelque chose, je veux parvenir à ce que je veux faire, je vais y arriver. Secondement, n'hésitez pas de demander de l'aide. N'hésitez pas de frapper à la porte. Hier, je parlais avec l'équipe de l'égalité de l'Université d'Édimbourg et je leur disais, vous êtes des gens qui vous battez pour l'égalité au sein de l'université. Prenez vos idées, prenez votre corps, plongez dans l'océan de l'inégalité. Et à chaque fois que vous trouvez un requin, attrapez le requin au cou, coupez sa tête, continuez. C'est comme ça que vous parvenez dans la vie. Parce que nos jeunes enfants ici, je crois qu'ils ont été vraiment, ils ont eu beaucoup de chance. Parce que l'Écosse, je dois dire qu'il est un peu différent de l'Angleterre. En ce qui concerne les enfants, ils sont désespérément, ils ont besoin de ces enfants pour construire la nouvelle Écosse. L'Écosse est sous-peuplée. Et les femmes qui font beaucoup d'enfants ici, ce sont des femmes noires, croyez-moi. Et vous avez des enfants métissés au grand nombre ici. Et ça, le gouvernement a pris conscience que s'ils aident ces jeunes gens, ces enfants noirs ou ces jeunes gens qui choisissent de venir en Écosse, ils peuvent créer une nouvelle société qui émerge et qui donne la force à ces pays. Mais ce que moi, je demande à nos enfants ici, concentrez-vous sur votre éducation. Ne courez pas derrière l'argent.
D'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'argent parce que ce système ici vous donne à manger tous les jours gratuitement. OK? La comparaison entre vous et les enfants africains, c'est très différent. Ici, ils ont l'argent de poche que le gouvernement leur donne, ils ont le transport gratuit que le gouvernement leur donne, ils ont l'école gratuite, ils ont les soins médicaux gratuits. Quoi de plus que vous concentrer sur votre lecture et sur quelque chose que vous voulez réaliser? Alors, nos jeunes gens africains au noir, ici, en Écosse, doivent prendre conscience de ça, que déjà, ils ont un certain privilège comparé à beaucoup des enfants à travers le monde. Et sur base de ça, ils doivent se concentrer à être excellents. Et il ne suffit pas seulement d'être bon, mais il faut être excellent. C'est ça l'objectif pour ces enfants. Voilà. Ben, ça sera le mot. Il ne suffit pas d'être bon, il faut être excellent. Disait Clarictrix, Madame Kayembe. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'avoir cette conversation avec nous. Et ben, comme j'avais dit, on va revenir après 3 ans, à la fin de votre mandat, parce que le devoir de redevabilité oblige. Voilà. On va dire, voilà, vous nous avez dit ça, parce que les paroles ne s'envolent plus hein, au 21e siècle. Ça va être là. Donc, on va revenir, on va dire quel est votre bilan et pour qu'on voit aussi si vous avez travaillé ou bien, comme on dit, c'était juste talk, no action ou bien c'était action and talk at the same time. Mais en tout cas, l'Université d'Édimbourg, ils savent que je ne suis pas une talk. Moi, je suis une action. Ils savent ça. Parce que j'ai tout changé. J'ai bousculé les fondements de cette société. Ils savent ça. Définitivement. Ben, merci beaucoup. Ça y est pour nous, pour cette édition de Conversation en Noir. Et on vous retrouve pour une prochaine conversation avec notre invité. Merci, au revoir. Hey man, yo kakampe Africa.